Maman, c'est juste pour ta sécurité. C'est ce qu'il m'a dit, plus tard. Mais ce jour-là, quand j'ai levé les yeux vers le plafond de ma chambre, il n'était pas là. Et moi, je n'avais encore rien compris. C'était un matin ordinaire. Trop ordinaire pour ce que j'allais découvrir. La lumière passait à travers les rideaux clairs, dessinant des lignes pâles sur le mur. J'étais debout, sur une chaise. Pas par inquiétude, mais parce qu'une ampoule clignotait depuis la veille. En levant la main, mon regard a suivi naturellement le coin du plafond. Et c'est là que je l'ai vue. Une petite lentille noire, à peine visible, discrète, placée avec soin, orientée vers le lit. J'ai d'abord cru à une illusion. J'ai cligné des yeux. Je me suis penchée. Mon cœur a accéléré d'un coup sec, comme s'il avait reconnu le danger avant moi. Ce n'était pas un détecteur de fumée. Pas un objet décoratif. C'était une caméra. Dans ma chambre. Je suis descendue lentement de la chaise. Mes jambes tremblaient, mais mon esprit, étrangement, était calme. Trop calme. Comme si une partie de moi refusait encore d'accepter ce que je voyais. J'ai fermé la porte. Je me suis assise sur le bord du lit. J'ai regardé autour de moi, chaque recoin, chaque objet familier, soudain devenu suspect. Depuis quand était elle là? Je n'ai pas crié, je n'ai pas appelé mon fils, je n'ai pas appelé la police. J'ai fait quelque chose de bien plus dangereux. Je n'ai rien dit. Parce qu'à cet instant précis, une pensée s'est imposée à moi, froide et lucide. Personne d'autre que lui n'avait accès à cette maison. Personne d'autre n'aurait osé. Et surtout, personne d'autre n'aurait eu l'excuse parfaite. La protection. Depuis des mois, il parlait de sécurité, de chute possible, de solitude. Il disait que je devenais distraite, que je pouvais oublier d'éteindre le gaz, que je pourrais tomber sans que personne ne le sache. Il disait ça avec une voix douce, presque inquiète, une voix de fils attentionné. Et moi, je l'avais cru. Je me suis levée, j'ai pris mon carnet, celui que je n'utilisais plus que rarement. J'ai noté la date, l'heure, l'endroit exact où la caméra était fixée. J'ai pris des photos, sans flash. J'ai vérifié les prises, les fils, le petit boîtier dissimulé derrière une étagère. Tout était installé proprement, professionnellement. Ce n'était pas un geste improvisé. C'était une décision. La trahison n'a pas été immédiate. Elle est venue après, par vagues, en repensant à certaines phrases, à certains silences, à ce besoin soudain de savoir où j'étais, à quelle heure je me couchais, si j'avais bien dormi, en repensant à cette fois où il m'avait demandé, presque distraitement, si je dormais nue ou habillée. J'avais trouvé la question étrange. J'avais répondu en riant. Aujourd'hui, ce rire me brûlait la gorge. Quand il est rentré ce soir, je me suis comportée normalement. Trop normalement. J'ai fait à manger. Je lui ai parlé de choses banales. Il m'observait plus que d'habitude. Je le sentais. Ses yeux revenaient souvent vers moi, comme s'il vérifiait quelque chose, comme s'il comparait ce qu'il voyait à autre chose. À l'écran. Je me suis demandé combien de temps il m'avait regardé, dormir. Combien de nuits il avait observé ma vulnérabilité. Cette pensée m'a donné la nausée, mais je l'ai repoussée. Pas encore. Pas maintenant. Je devais comprendre. Je devais savoir jusqu'où cela allait. J'ai décidé de ne pas retirer la caméra. Pas tout de suite. La retirer aurait déclenché une réaction. Une explication préparée. Un mensonge bien rodé. En la laissant là, je lui laissais croire que je ne savais rien. Et cette illusion était mon seul avantage. Cette nuit j'ai dormi peu. Mais j'ai fait quelque chose d'essentiel. Je me suis comportée comme d'habitude. Je n'ai rien changé. J'ai laissé la caméra enregistrer. Parce que parfois, le silence n'est pas une faiblesse. C'est un piège. Les jours suivants, j'ai observé mon fils. Ses questions devenaient plus précises, plus ciblées. Il me parlait de moments que je ne lui avais jamais racontés. Il me demandait pourquoi je m'étais levée la nuit, pourquoi j'avais ouvert la fenêtre, pourquoi je m'étais assise longtemps sur le lit, sans raison. Il ne se rendait même pas compte qu'il se trahissait. Chaque question était une preuve. Chaque détail connu était une fissure dans son masque de fils protecteur. Et moi, je notais tout. Les mots exacts, les heures, les incohérences.
Je ne ressentais plus de peur. Je ressentais quelque chose de plus solide. Une certitude. Il croyait me surveiller. Il ne savait pas que je le regardais tomber. Je n'ai toujours rien dit. Parce que ce que j'avais découvert dépassait la honte et la colère. C'était un crime intime. Et il fallait le traiter comme tel. La caméra n'était que le début. Avant cette découverte au plafond, il y avait eu toute une histoire de confiance tranquille, presque naïve. Une vie que je croyais protégée par les liens du sang. J'avais élevé mon fils seul, après la mort précoce de son père. J'avais appris à être forte sans être dure, présente sans être envahissante. Je lui avais transmis ce que je pensais essentiel. Le respect, la pudeur, la valeur de l'intimité. Jamais je n'aurais imaginé que ces mêmes valeurs puissent un jour être retournées contre moi. Quand il m'avait proposé de venir vivre avec lui quelque temps, j'avais hésité. Pas par méfiance, mais par attachement à mes habitudes. Il avait insisté doucement. Et il disait que ce serait plus simple, plus sûr. Que je ne serais pas seule. Qu'il pourrait veiller sur moi. Ce mot, veiller, m'avait rassurée. Je l'avais interprété comme une attention aimante, pas comme une prise de contrôle. Au début, tout s'était bien passé. La maison était calme. Les gestes attentionnés. Il faisait les courses, préparait les repas, s'inquiétait de mes nuits. Il me demandait si je dormais bien, si je me sentais en sécurité. Je répondais oui, sans réfléchir. J'étais touchée par cette sollicitude tardive, presque coupable de ne pas l'avoir acceptée plus tôt. Peu à peu, certaines questions m'allaient surprise. Pas choquée, non. Juste déplacée. Il me demandait à quelle heure je me couchais, si je me levais souvent la nuit, si je laissais la lumière allumée. Il s'informait de mes habitudes, avec une précision nouvelle. Je mettais cela sur le compte de l'inquiétude. À mon âge, me disait sageux, on s'inquiète pour vous sans toujours savoir comment. Je me souviens d'une soirée en particulier. Il m'avait demandé si je fermais la porte de ma chambre à clé. J'avais répondu que non, que je n'en voyais pas l'utilité. Il avait hoché la tête, comme satisfait. Sur le moment, je n'avais pas compris pourquoi ce détail l'intéressait. Aujourd'hui, cette scène me revient avec une netteté douloureuse. En revisitant ses souvenirs, après avoir vu la caméra, tout prenait un sens différent. Les silences, les regards. Cette manière qu'il avait de savoir ce que je faisais, sans que je le lui dise. Les phrases prononcées comme par hasard, au détour d'une conversation. Tu t'es levé tard cette nuit. Tu avais l'air fatigué ce matin. J'avais toujours répondu vaguement, sans m'étonner. Je n'imaginais pas qu'il voyait. Ce retour sur le passé m'a fait vaciller. Non parce que je me sentais coupable, mais parce que je comprenais à quel point la frontière avait été franchie lentement, sans bruit. Rien n'avait été brutal. Rien n'avait été imposé frontalement. Tout s'était fait au nom de la protection, de la bienveillance, de l'amour filial. Je repensais aussi à ma propre éducation. À ce que l'on apprend aux mères, faire confiance, ne pas soupçonner, ne pas interpréter négativement les gestes de ses enfants. J'avais appliqué ces principes sans jamais les questionner. Et dans ce cadre-là, mon silence avait été interprété comme une permission. Plus je reconstruisais le fil des événements, plus je sentais une colère froide remplacer la sidération. Pas une colère explosive. Une colère lucide. Celle qui naît quand on réalise qu'on a été trahi non par un ennemi, mais par quelqu'un qui connaissait parfaitement vos failles, vos réflexes, vos valeurs. Je me suis demandé depuis quand la caméra était là. Depuis combien de temps mon intimité n'était plus la mienne. Combien de nuits avaient été observées. Combien de moments vulnérables avaient été enregistrés sans mon consentement. Cette pensée me donnait la nausée, mais je refusais de m'y attarder. Pas encore. J'avais besoin de comprendre avant de ressentir pleinement. Ce qui m'a le plus frappé, en repensant à ces mois passés, c'est que je n'avais jamais été consultée. Jamais informée. Jamais associée à une décision qui concernait pourtant mon corps, mon sommeil, ma vie la plus intime. Et cette absence de parole, cette confiscation silencieuse, était plus violente que n'importe quelle dispute. Je n'ai parlé de ma découverte à personne, ni à une amie, ni à un voisin. Le secret était lourd. Mais il me donnait aussi une forme de contrôle inattendu. Tant que je ne disais rien, il continuait à croire que je ne savais pas. Et tant qu'il croyait cela, il se dévoilait sans le vouloir. Ce retour sur le passé n'était pas une nostalgie.
C'était une relecture nécessaire. Une manière de comprendre comment j'en étais arrivé là, sans me juger, sans me condamner. J'avais fait confiance. Ce n'était pas une faute. Mais désormais, cette confiance devait être remplacée par autre chose. Ce que j'avais cru être une protection s'était transformé en surveillance. Ce que j'avais pris pour de l'amour avait franchi la ligne de l'abus. Et cette prise de conscience, lente mais implacable, me préparait déjà à l'étape suivante. Je ne savais pas encore comment j'allais agir. Mais une chose était claire, je ne pourrais plus jamais faire comme si je n'avais rien vu. Mais les premiers signes de rejet n'ont pas pris la forme d'un refus brutal ou d'une parole cruelle. Ils se sont installés comme une brume, lentement, jusqu'à modifier l'air que je respirais, sans que je m'en rende compte. Après la découverte de la caméra, ces souvenirs sont remontés avec une précision presque douloureuse. Des détails que j'avais jugés anodins prenaient soudain une autre couleur. Mon fils avait commencé à décider à ma place, sans jamais me demander clairement mon avis. Il parlait de ce qui était mieux pour moi, comme d'une évidence partagée. Il déplaçait mes rendez-vous, annulait une visite sous prétexte que j'avais l'air fatigué, répondait à certains appels à ma place quand j'étais dans une autre pièce. Je l'avais laissé faire, pensant que c'était de l'attention. Aujourd'hui, je voyais surtout l'effacement progressif de ma voix. Il y avait aussi ces remarques répétées, dites sur un ton presque affectueux. Tu oublies souvent. Tu deviens distraite. Tu devrais te reposer davantage. Rien de méchant en apparence. Mais à force, ces phrases dessinaient un portrait qui n'était plus le mien. Un portrait de femme, fragile, confuse, qu'il fallait surveiller. Et plus je restais silencieuse, plus ce portrait semblait s'imposer comme une vérité. Je me souviens d'un déjeuner avec des amis que je n'avais pas vus depuis longtemps. Il avait insisté pour m'accompagner. Pendant la conversation, il intervenait régulièrement pour préciser mes propos, corriger une date, compléter un souvenir. J'avais souri, gênée. Eux aussi. Ce jour-là, je m'étais sentie étrange, comme si je n'étais plus tout à fait la narratrice de ma propre vie. À la maison, certaines portes se fermaient plus souvent. Pas brusquement. Doucement. La mienne, par exemple, restait parfois entr'ouverte alors que je l'avais fermée. Je mettais cela sur le compte de l'habitude. Aujourd'hui, je savais. Rien n'était laissé au hasard. Même l'intimité la plus élémentaire devenait relative. Il me demandait de moins sortir. Il parlait de dangers, de mauvaises rencontres, de chutes possibles. Il décrivait le monde extérieur comme un endroit hostile. Peu à peu, rester à la maison devenait la solution la plus raisonnable. Et moi, sans m'en rendre compte, je réduisais mon périmètre, mes liens, mes respirations. Le plus insidieux, c'était cette manière qu'il avait de savoir. Savoir ce que j'avais fait, à quelle heure, comment j'avais dormi, avant même que je parle. À l'époque, je trouvais cela étrange, mais je mettais ça sur le compte de l'intuition d'un fils attentif. Maintenant, chaque souvenir se transformait en preuve muette. Il ne devinait pas. Il voyait. Je me suis rappelé un soir où je m'étais levée tard, incapable de dormir. Le lendemain matin, il m'avait dit que j'avais l'air épuisée, que j'avais dû passer une mauvaise nuit. Je lui avais demandé comment il le savait. Il avait souri, vaguement. Une mère connaît son enfant, m'avait-il répondu. J'avais ri. Aujourd'hui, ce rire me semblait presque obscène. Ah, il y avait aussi ces petites humiliations déguisées, des plaisanteries sur ma mémoire devant d'autres personnes, des soupirs quand je racontais une anecdote déjà dite, des regards échangés avec d'autres, comme pour dire « Tu vois, elle n'est plus tout à fait comme avant ». Rien de suffisamment clair pour protester sans passer pour excessive. Juste assez pour me faire douter. Je me suis rendu compte que je commençais à me taire davantage, à simplifier mes phrases, à éviter les sujets qui pouvaient être corrigés ou repris. C'était une forme d'auto-censure, inconsciente, efficace. Et c'est peut-être cela qui m'a le plus effrayé en y repensant. La façon dont on finit par s'adapter à l'effacement, sans même s'en rendre compte. Ces premiers signes de rejet ne disaient jamais « tu n'es plus chez toi ». Ils disaient « tu es mieux quand on décide pour toi ». Et cette nuance, si subtile, est précisément ce qui rend ce type de violence si difficile à nommer. Après avoir vu la caméra, je n'ai plus pu faire semblant. Chaque souvenir s'alignait, chaque détail trouvait sa place. Ce que j'avais pris pour de la protection était devenu un dispositif. Et moi, lentement, j'avais été déplacée du centre de ma propre vie.
Ce constat ne m'a pas fait pleurer. Il m'a rendu immobile. Lucide. Je comprenais désormais que le rejet n'avait pas commencé par une exclusion visible, mais par une série de gestes qui me rendaient inutile à moi, à même. Et cette compréhension, aussi douloureuse soit à elle, me donnait enfin une chose essentielle. La certitude que je n'exagérais pas. Je n'étais pas en train d'imaginer. J'étais en train de me réveiller. La goutte d'eau n'est pas arrivée dans un cri, ni dans une scène théâtrale. Elle s'est imposée par une preuve concrète, froide, impossible à détourner. Un détail matériel qui ne laisse plus de place au doute et qui transforme une intuition en certitude. 2 jours après avoir découvert la caméra, j'ai trouvé un courrier glissé dans un classeur que je n'ouvrais presque jamais. Une facture d'un prestataire en domotique. Le nom de l'entreprise m'était inconnu. La date, en revanche, m'a arrêté net. Elle correspondait exactement à la semaine où mon fils m'avait convaincu de changer l'ampoule du plafond, prétextant une meilleure luminosité pour mes yeux fatigués. Là, j'ai relu la facture plusieurs fois. Installation de dispositifs de surveillance intérieure. Modèle discret. Connexion sécurisée. Aucun doute possible. Ce n'était pas un bricolage improvisé. C'était une installation pensée, choisie, payée. Et surtout, dissimulée. J'ai senti mes mains devenir froides. Pas de panique. Pas de larmes. Une lucidité brutale. Il n'y avait plus d'ambiguïté morale, plus de zone grise. On ne parle pas ici d'inquiétude maladroite ou d'excès de protection. On parle d'une violation délibérée de mon intimité, de mon corps, de mes nuits, de mon espace le plus personnel. Je me suis assise à la table de la cuisine, la facture devant moi. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais fermé cette porte en croyant être seule. À ces moments de vulnérabilité qu'on ne partage avec personne. Et j'ai compris que, pendant tout ce temps, quelqu'un regardait. Quelqu'un que j'avais porté, nourri, défendu. La trahison n'était plus abstraite. Elle avait un montant, une date, un nom d'entreprise. Je n'ai pas confronté mon fils. Pas encore. Parce que désormais, ce n'était plus une affaire de mots, mais de faits. Et les faits exigent une réponse à leur hauteur. J'ai rangé la facture dans une chemise, avec les photos de la caméra, mes notes, les dates. J'ai pris soin de tout classer. Comme on prépare un dossier. Sans émotion apparente. Avec méthode. Ce soir, mon fils est rentré comme d'habitude. Il m'a demandé si tout allait bien. Il m'a observé attentivement, comme s'il cherchait un signe. J'ai répondu oui. J'ai souri. J'ai servi le dîner. À l'intérieur, quelque chose s'était définitivement figé. La confiance n'était plus seulement brisée. Elle était devenue impossible. Il a glissé une phrase qui m'a presque fait vaciller. Il m'a dit que je semblais plus calme ces derniers jours. Que peut-être, finalement, sa présence me faisait du bien. J'ai compris alors qu'il se croyait encore maître du jeu. Qu'il pensait que la surveillance avait atteint son but. Que mon silence était une soumission. Cette certitude, chez lui, était sa plus grande erreur. Je me suis couchée ce soir sans retirer la caméra. Non par peur, mais par stratégie. La retirer aurait déclenché une réaction immédiate. Un discours préparé. Une justification. En la laissant, je lui laissais croire que je ne savais toujours rien. Et cette illusion me donnait un temps précieux. Dans le noir, allongé sur mon lit, j'ai fixé le plafond. Je savais exactement où elle était. Je savais aussi que chaque mouvement pouvait être vu. Pourtant, pour la première fois depuis des semaines, je n'ai pas ressenti de faiblesse. J'ai ressenti une détermination froide, presque clinique. Il y avait désormais une ligne claire. Ce qui avait été fait dépassait le cadre familial. Ce n'était plus une question de dialogue ou de malentendu. C'était une atteinte. Une faute. Et cette faute appelait une réponse qui ne serait ni émotionnelle, ni improvisée. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas supplier. Je n'allais pas tenter de comprendre ses motivations. Ce temps-là était terminé. La goutte d'eau avait fait déborder quelque chose de bien plus profond qu'une colère. Elle avait déclenché une décision irréversible. Je n'allais plus me défendre comme une mère blessée, mais comme une femme lucide, consciente de ses droits. Et ce que mon fils ignorait encore, c'est que dans cette histoire, la caméra n'était pas l'arme la plus puissante. C'était la preuve. Les nuits qui ont suivi ont été longues, fragmentées, mais étrangement fécondes. Je dormais peu, pourtant mon esprit travaillait avec une précision nouvelle.
Ce n'était plus l'angoisse qui me tenait éveillée, mais une lucidité presque méthodique. Je repassais les faits, dans l'ordre, sans chercher à les adoucir. La caméra, la main, la facture, les questions trop précises, les regards qui savaient. Tout formait désormais une ligne droite, impossible à détourner. Je me suis demandé, honnêtement, si je pouvais encore lui trouver des excuses. La peur d'un accident, l'inquiétude maladroite, l'amour mal exprimé. J'ai essayé, vraiment. Mais à chaque tentative, les faits revenaient, têtus. On ne surveille pas une chambre pour protéger. On surveille pour contrôler. Et surtout, on n'installe pas un dispositif clandestin sans accepter, consciemment, de franchir une limite grave. Cette prise de conscience n'a pas été violente. Elle a été lente, presque chirurgicale. Elle m'a obligée à renoncer à une image rassurante, celle d'un fils simplement inquiet. Accepter la vérité, c'était accepter que l'intention n'était pas pure, même si elle se présentait sous des mots doux. Et accepter cela, pour une mère, demande un courage que l'on n'enseigne nulle part. Je me suis aussi interrogée sur moi, sur ce qui, chez moi, avait rendu cela possible. Mon habitude de minimiser, de ne pas vouloir faire de vagues, de croire que l'amour excuse tout. J'ai compris que ces réflexes, forgés par des années de sacrifices silencieux, pouvaient devenir des failles. Non parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils sont prévisibles. Et ce qui est prévisible peut être utilisé. Non, j'ai pris une décision importante durant l'une de ces nuits blanches. Je ne confronterai pas mon fils tant que je n'aurai pas un cadre clair. Pas juridique encore. Intérieur, d'abord. Je devais être certaine de ce que je voulais, de ce que je refusais, et surtout de ce que je n'accepterais plus jamais, quelles que soient les justifications. J'ai repris mon carnet. Pas pour écrire sous le coup de l'émotion, mais pour structurer. J'y ai noté les faits, encore. Puis, en dessous, une simple question. Qu'est-ce que je veux protéger? La réponse est venue rapidement. Mon intimité, ma dignité, mon droit à disposer de mon corps, de mes nuits, de mon espace. Rien de plus, rien de moins. Je me suis surprise à ressentir une forme de calme. Pas un apaisement, non, un recentrage. Comme si, après des mois de flou, quelque chose s'alignait enfin. Je n'étais plus une mère trahie, cherchant une explication affective. J'étais une femme confrontée à une atteinte grave et décidée à y répondre avec justesse. Dans la journée, je continuais à jouer mon rôle. Je préparais les repas, je répondais aux questions, je souriais quand il le fallait. Mon fils ne se doutait de rien. Il semblait même plus détendu, comme si la surveillance lui donnait l'illusion du contrôle. Cette tranquillité apparente renforçait ma détermination. Il se croyait invisible dans ses gestes. Il ne l'était plus. Je me suis également renseignée, discrètement. Pas encore auprès d'un professionnel, mais par mes propres moyens. J'ai lu. J'ai cherché. J'ai compris que ce qui avait été fait n'était pas seulement immoral, mais potentiellement répréhensible. Cette découverte n'a pas attisé ma colère. Elle a confirmé mon intuition. Ce que je vivais n'était pas un simple conflit familial. À aucun moment je n'ai envisagé de me venger par des cris ou des scènes. Ce n'était pas ma nature. Et ce n'était pas efficace. La véritable force, je le sentais, serait de rester silencieuse encore un peu. D'observer. De laisser mon fils se révéler davantage, convaincu que rien ne lui échappait. Cette phase d'introspection n'était pas une hésitation. C'était une préparation intérieure. Celle qui précède les décisions solides, irréversibles. Je savais que ce qui allait suivre changerait tout. Pas seulement la relation avec mon fils, mais la manière dont je me percevais moi-même. Je n'étais plus une femme qui subit en se demandant si elle exagère. J'étais une femme qui sait. Et cette certitude Allah, une fois acquise, ne se négocie plus. La suite demanderait du sang à froid, de la précision et du temps. J'étais prête. La préparation a commencé sans bruit, dans une discrétion presque austère. Je savais désormais que toute parole inutile pouvait se retourner contre moi. Je n'étais plus dans le registre de l'affectif, mais dans celui des faits. Et les faits exigent de la méthode. J'ai d'abord sécurisé ce que je pouvais, sans éveiller le moindre soupçon. J'ai sauvegardé les photos de la caméra, de la facture, de l'installation.
J'ai noté les dates, les heures, les phrases exactes prononcées par mon fils ces derniers jours, celles qui trahissaient une connaissance qu'il n'aurait jamais dû avoir. Je me suis imposé une règle simple. Rien d'approximatif. Tout devait être vérifiable, précis, cohérent. La vérité ne se défend pas avec des impressions. Ensuite, j'ai pris un téléphone qui n'était pas le mien. Un ancien appareil, oublié dans un tiroir. Je ne voulais pas appeler depuis la maison, ni depuis mon numéro habituel. J'ai composé celui d'un cabinet d'avocats, choisi au hasard, loin de mon quartier. Quand la voix a répondu, j'ai demandé un rendez-vous pour un conseil, sans entrer dans les détails. Ma voix était stable. C'est à ce moment-là que j'ai compris que la peur avait cessé de me gouverner. Le jour du rendez-vous, je me suis arrangée pour sortir seule. J'ai dit que j'allais marcher un peu. Il a acquiescé, distrait. Je sentais qu'il me regardait partir, peut-être inquiet, peut-être confiant. Il ne pouvait pas savoir. Et ce décalage me donnait une force étrange. Chez l'avocat, je n'ai pas raconté une histoire. J'ai présenté un dossier. Les photos, la facture, les notes, les dates. Il a écouté longuement, sans m'interrompre. Son visage n'exprimait ni surprise excessive, ni compassion appuyée. Il a simplement nommé les choses. Atteinte à la vie privée. Dispositif de surveillance dissimulé. Absence de consentement. Et m'a expliqué calmement les implications, les risques, les options. À aucun moment il n'a cherché à minimiser. Et cette reconnaissance-là m'a bouleversé plus que je ne l'aurais cru. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un regardait ce que j'avais vécu, sans le filtrer par le prisme de la famille. De l'amour, de l'intention supposée. Il regardait les actes. Et cela changeait tout. Nous avons parlé stratégie. Pas de vengeance, de protection, de chronologie. Il m'a conseillé de ne pas retirer la caméra immédiatement, de ne pas confronter mon fils sans cadre légal, de continuer à observer. Chaque mot était pesé, chaque décision envisagée dans ses conséquences. J'ai compris que la loi, loin d'être un instrument brutal, pouvait être un rempart silencieux. Depuis, en sortant du cabinet, je me suis sentie plus légère, presque étonnée. Rien n'était réglé, pourtant. Mais je n'étais plus seule, avec mon secret. Il était désormais inscrit quelque part, reconnu, pris au sérieux. Cette reconnaissance m'a rendue plus forte que n'importe quelle colère. De retour à la maison, j'ai repris ma place comme si de rien n'était. J'ai préparé le dîner. J'ai répondu aux questions. Moi là, mon fils semblait détendu. Il parlait de projets, de choses insignifiantes. Je l'écoutais d'une oreille attentive, non pour le juger, mais pour comprendre jusqu'où il irait. Mais maintenant qu'il se croyait à l'abri, il a glissé une remarque qui m'a frappée. Il a dit que je semblais plus organisée ces derniers temps. Plus calme. J'ai souri. À l'intérieur, j'ai noté la phrase. Il observait. Il comparait. Il ne se rendait pas compte que cette fois, chaque observation ajoutait une ligne à un dossier qui ne dépendait plus de lui. Les jours suivants, j'ai continué. Démarche discrète. Appel mesuré. Conseil pris. J'ai appris à ne rien laisser au hasard, à ne pas réagir immédiatement, à laisser le temps travailler pour moi. Ce silence n'était plus subi. Il était choisi. Et c'est cette différence qui le rendait puissant. Je savais que le moment de la confrontation viendrait, qu'il serait inévitable. Mais je ne voulais pas qu'il surgisse d'une émotion. Je le voulais clair, encadré, irréfutable. Mon fils croyait encore contrôler l'image, le récit, la situation. Il ignorait que le sol se dérobait déjà sous ses certitudes. Cette préparation n'était pas une attente passive. C'était une avancée lente, déterminée, vers un point où je pourrais parler sans trembler, non comme une mère blessée, mais comme une femme qui a repris la maîtrise de ce qui lui appartient. Et à ce stade, une chose était certaine. Quoi qu'il dise plus tard, quoi qu'il tente d'expliquer, il ne pourrait plus nier. Parce que j'avais cessé d'être invisible. Parce que j'avais cessé de me taire pour préserver une illusion. Le silence, désormais, travaillait pour moi. La confrontation n'a pas eu lieu le jour que j'avais imaginé, ni de la manière que j'aurais redoutée autrefois. Elle s'est produite presque naturellement, comme si les faits eux-mêmes avaient décidé du moment. Mon fils s'est trahi sans que je n'aie à l'accuser. Tout a commencé par une remarque anodine. Un soir, alors que je m'étais volontairement assise plus longtemps que d'habitude sur mon lit, sans allumer la lumière, il est venu me voir et m'a demandé si tout allait bien.
Sa voix se voulait douce, mais il y avait dans son regard une inquiétude trop précise. Il a ajouté que je semblais agitée ces derniers temps, que je me tournais beaucoup la nuit. Je l'ai regardé calmement. Je ne lui avais rien dit de mes nuits. Je n'avais fait aucun bruit. Et pourtant, il savait. Je n'ai pas réagi tout de suite. Je lui ai simplement répondu que j'avais parfois du mal à dormir, comme beaucoup de gens. Il a hoché la tête, soulagé, croyant sans doute avoir rattrapé une maladresse. Mais pour moi, c'était terminé. Cette phrase, prononcée sans réflexion, venait de tout confirmer. Les jours suivants, j'ai accentué cette stratégie sans en avoir l'air. Je changeais légèrement mes habitudes. Je me levais à des heures différentes. Je restais immobile plus longtemps. Je me déplaçais lentement dans la chambre, parfois sans raison apparente. Et à chaque fois, mon fils faisait une remarque, posait une question, exprimait une inquiétude. Chaque observation devenait une preuve supplémentaire. Il ne se rendait pas compte que plus il parlait, plus il se dévoilait. Un après-midi, il m'a demandé pourquoi j'avais déplacé un fauteuil dans ma chambre. Je lui ai demandé comment il le savait. Il a hésité. Puis il a répondu qu'il l'avait remarqué en passant. Je savais que c'était faux. Personne ne passait jamais dans ma chambre sans frapper. Son mensonge était maladroit, presque enfantin. Et cette maladresse m'a frappé plus fort que tout le reste. Il n'était plus seulement fautif, il était pris. Ce soir, là, j'ai compris que la confrontation pouvait avoir lieu. Pas dans l'explosion, dans la précision. J'ai pris une décision simple. Je ne lui demanderai pas d'explication. Je lui poserai une question. Après le dîner, je lui ai demandé s'il avait installé quelque chose dans ma chambre sans me le dire. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas montré de colère. J'ai posé la question comme on pose une évidence. Il a pâli. Vraiment. Son regard s'est figé. Pendant quelques secondes, il n'a rien dit. Ce silence alla avaler toutes les confessions. Il a commencé à parler trop vite. Il a évoqué la sécurité, les chutes, la solitude. Il a dit qu'il voulait juste veiller sur moi. Que je ne comprenais pas. Que je pouvais lui faire confiance. Les mots sortaient en désordre, comme s'ils avaient été préparés depuis longtemps, mais jamais prononcés à voix haute. Je l'ai laissé parler jusqu'au bout. Puis je lui ai dit que je savais pour la caméra, que je savais depuis quand, que je savais aussi qu'il regardait. Je n'ai pas détaillé, je n'en avais pas besoin. Ses yeux se sont remplis d'une peur nouvelle, pas celle d'être découvert par sa mère, celle d'être découvert tout court. Je lui ai dit que ce qu'il avait fait était grave, pas moralement seulement, juridiquement. Que j'avais demandé conseil. Que j'avais constitué un dossier. À ces mots, il s'est assis, comme si ses jambes ne le portaient plus. Il a murmuré qu'il n'avait jamais voulu me faire de mal. Je lui ai répondu que l'intention n'efface pas l'acte. Il a compris, à ce moment précis, que le rapport de force avait changé. Que je ne parlais plus depuis la douleur, mais depuis un cadre qu'il ne contrôlait pas. Il n'a pas nié. Il n'a plus menti. Il savait que c'était inutile. La caméra a été retirée le lendemain, sous mon regard. Sans discussion. Sans justification supplémentaire. Le silence entre nous était lourd, mais il n'était plus toxique. Il était le signe d'une vérité enfin exposée. Ce jour-là, je n'ai pas ressenti de victoire. J'ai ressenti quelque chose de plus profond. La fin de l'illusion. Et dans cette fin, une forme de libération que je n'attendais plus. Après la confrontation, la maison a changé de texture. Ce n'était pas seulement une question d'ambiance, mais de rythme, de respiration. Les murs semblaient plus épais, les silences plus longs. Mon fils évitait mon regard. Il parlait peu, et quand il le faisait, ses phrases étaient courtes, mesurées, comme s'il craignait que chaque mot puisse se retourner contre lui. La caméra n'était plus là. Le plafond avait retrouvé son apparente innocence, mais je savais désormais qu'un lieu peut rester marqué, même après le retrait de ce qui l'a souillé. Les premières nuits, j'ai eu du mal à m'endormir. Non par peur d'être observée, mais parce que mon corps se souvenait. Il fallait réapprendre à se détendre dans un espace qui avait été violé. Je n'ai pas cherché à provoquer d'explications supplémentaires. Tout avait été dit dans l'essentiel. Le reste n'aurait été qu'un théâtre de justification et de regrets tardifs. Je préférais observer, comprendre ce qui, après la vérité, restait possible entre nous.
Mon fils oscillait entre une forme de culpabilité maladroite et une volonté visible de réparer. Il proposait de faire plus de choses pour moi, mais cette fois, avec une prudence presque excessive. Il se demandait avant d'entrer. Il frappait à la porte. Il s'excusait pour des détails. Ces gestes, qui auraient pu me toucher autrefois, me laissaient désormais distante. Mon rebelle, la confiance ne se reconstitue pas par politesse. Ce qui m'a le plus frappé, c'est son silence sur le fond. Il ne parlait pas de ce qu'il avait fait. Il parlait de ce qu'il ferait désormais. Comme si regarder vers l'avenir suffisait à effacer l'atteinte passée. Je comprenais son réflexe, mais je savais aussi que l'oubli forcé n'est qu'une autre forme de déni. De mon côté, je continuais mes démarches. J'ai confirmé, par écrit, les conseils reçus. J'ai sécurisé mes documents, clarifié mes volontés, posé des cadres précis, non par vengeance, mais par nécessité. Ce qui m'était arrivé m'avait appris une chose essentielle. L'intimité n'est protégée que lorsqu'elle est explicitement défendue. J'ai également parlé à une amie proche, la première à qui je racontais tout, sans détour. Sa réaction a été simple, mais décisive. Elle ne m'a pas demandé pourquoi il avait fait cela. Elle m'a demandé comment je me sentais. Cette question, si évidente, m'a presque fait pleurer. Elle m'a permis de remettre le centre là où il devait être. Sur moi. À la maison, les jours passaient avec une lenteur particulière. Mon fils respectait désormais les limites. Trop. Comme s'il craignait qu'un pas de travers ne déclenche quelque chose d'irréversible. Il avait raison sur un point. Quelque chose avait changé à jamais. Mais ce changement n'était pas une menace. C'était une clarification. Je me suis rendu compte que je n'éprouvais ni haine, ni désir de punition. Ce qui m'animait était plus sobre, plus ferme, le refus absolu que cela puisse se reproduire, sous quelque forme que ce soit, ni avec lui, ni avec personne d'autre. Cette résolution me donnait une stabilité nouvelle. Un soir, alors que nous dînions en silence, il m'a dit qu'il comprenait désormais qu'il avait dépassé une limite, pas par faiblesse, mais par peur de me perdre. Je l'ai écouté sans l'interrompre. Puis, je lui ai répondu que la peur n'autorise jamais la confiscation de l'autre. Que surveiller n'est pas aimer. Que protéger n'est pas contrôler. Il a baissé les yeux. Je n'ai pas cherché à aller plus loin. Je savais que ce travail-là, s'il devait se faire, lui appartenait. Cette étape n'était pas une réconciliation. Elle n'était pas non plus une rupture. C'était un après. Un temps où chacun devait réapprendre sa place, sans travestir ce qui s'était passé. Pour moi, l'essentiel était acquis. Ma parole n'était plus niée, mon espace était respecté, mes décisions reconnues. Je sentais aussi une force nouvelle en moi, non pas une dureté, mais une clarté tranquille. Ce qui avait commencé par une atteinte insupportable se transformait en fondation solide. Là, je n'étais plus simplement une mère blessée. J'étais une femme qui avait nommé l'inacceptable et posé ses limites sans crier. Et dans ce silence réorganisé, je pouvais enfin envisager la suite. Pas dans l'oubli, mais dans une lucidité apaisée. La suite ne s'est pas imposée comme une fuite, mais comme un déplacement intérieur devenu nécessaire. Je n'ai pas quitté la maison immédiatement. J'avais besoin de temps pour sentir ce que je voulais vraiment. Au-delà du choc et de la réparation immédiate. Mais quelque chose en moi s'était déjà mis en mouvement. Une évidence discrète, rester là, même dans le respect retrouvé, me maintiendrait trop près de ce qui avait été violé. J'ai commencé par reprendre des habitudes qui m'appartenaient en propre. Des gestes simples, presque modestes. Sortir seul le matin, m'arrêter dans un café, lire sans surveiller l'heure. Ces moments, qui avaient toujours existé avant, prenaient une densité nouvelle. Ils n'étaient plus des parenthèses tolérées, mais des affirmations. Je retrouvais mon rythme, non pas contre quelqu'un, mais pour moi. J'ai aussi remis de l'ordre dans mes affaires. Pas seulement les papiers, déjà sécurisés, mais les objets, les vêtements, les souvenirs. J'ai trié sans colère. Ce qui me parlait encore restait. Ce qui appartenait à une version de moi trop accommodante partait. Ce travail silencieux m'a fait du bien. Il dessinait une continuité entre la femme que j'avais été et celle que je devenais. Mon fils observait ces changements sans les commenter. Il avait compris, je crois, que toute tentative d'influence serait désormais perçue comme une intrusion.
Il respectait cette distance nouvelle, parfois avec une tristesse visible. Je ne la rejetais pas, mais je ne la portais plus non plus. La responsabilité de ce malaise ne m'appartenait pas. Un après-midi, j'ai visité un petit appartement. Rien de spectaculaire. 2 pièces lumineuses, un balcon étroit, des arbres en face. Je m'y suis projetée sans effort. J'ai senti une respiration immédiate. Ce n'était pas un rejet de ma vie passée. C'était une continuité possible, apaisée, choisie. J'ai signé quelques semaines plus tard, sans en faire un événement. L'annonce à mon fils a été simple. Je lui ai dit que j'avais besoin de mon espace, de mon silence, de mes règles. Il a hoché la tête. Il n'a pas tenté de me retenir. Peut-être avait-il compris que me garder contre mon besoin aurait été une répétition de ce qui nous avait menés là. Le jour de l'installation, je n'ai emporté que l'essentiel. Mes livres, mon carnet, quelques photos. Le reste viendrait plus tard, ou pas. Dans ce nouvel espace, j'ai pris le temps. J'ai ouvert les fenêtres. J'ai laissé entrer l'air. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis endormie sans penser à ce que quelqu'un pouvait savoir de moi. Les semaines ont passé. J'ai rencontré des voisins. Échangé des banalités. Retrouvé le plaisir des liens simples, non chargés d'attentes ou de soupçons. Je choisissais quand ouvrir ma porte. À qui. Et cette maîtrise-là était un luxe que je savourais sans culpabilité. Je me suis aussi autorisée à repenser à la notion de pardon, pas comme une obligation morale, mais comme une possibilité intérieure. Pardon ne signifiait pas effacer, ni minimiser. Il signifiait ne plus laisser l'acte définir chaque instant de ma vie. Sur ce point, je n'avais pas encore décidé. Et c'était très bien ainsi. Le temps ferait son travail. Avec mon fils, les échanges se faisaient rares, mais respectueux. Il prenait des nouvelles. Je répondais, sans froideur, sans effusion. Nous apprenions, lentement, à exister autrement. Peut-être qu'un jour, quelque chose de plus apaisé émergerait. Peut-être pas. Cette incertitude ne me faisait plus peur. Je me suis surprise à rire, de nouveau, à ressentir de la légèreté, à ne plus revivre chaque scène dans ma tête. Le corps, lui aussi, guérissait. Les nuits redevenaient pleines. Le sommeil, profond. Je ne surveillais plus le plafond. Je regardais le ciel. Un soir, en rangeant mes affaires, je suis retombée sur le carnet, celui des notes, des preuves, des dates. Je l'ai feuilleté calmement. Il ne m'a pas fait mal. Il témoignait d'une traversée. Je l'ai refermé et rangé dans un tiroir. Pas pour oublier. Pour continuer. Cette nouvelle vie n'était pas une victoire éclatante. Elle était plus subtile. Plus exigeante aussi. Elle reposait sur un choix répété. Me respecter, même quand c'est inconfortable pour les autres. Et ce choix alla. Désormais, je savais le faire. Je n'avais pas perdu un fils. Je m'étais retrouvée moi-même. Et cela, quoi qu'il arrive ensuite, personne ne pourrait plus me l'enlever. Il m'a fallu du temps pour comprendre ce que cette histoire avait réellement déplacé en moi. Longtemps, j'ai cru qu'il s'agissait d'une trahison intime, presque indicible, commise par celui en qui j'avais placé une confiance sans réserve. Et c'était vrai. Mais avec le recul, je vois aujourd'hui quelque chose de plus large, de plus essentiel encore. Une frontière que je n'avais jamais appris à tracer et que la vie m'a forcé à dessiner tardivement. Mais je n'ai jamais cherché à humilier mon fils. Je n'ai pas voulu le punir, ni le livrer à une colère publique. Ce que j'ai voulu, profondément, c'était me réapproprier ce qui m'avait été confisqué sans mon accord. Mon intimité, mon droit au silence, mon espace intérieur. Et pour cela, il a fallu que je cesse d'être seulement une mère inquiète ou blessée, pour redevenir une femme lucide. Aujourd'hui, quand je repense à la caméra au plafond, je ne ressens plus cette nausée immédiate, ce vertige qui m'avait coupé le souffle. Je ressens autre chose. Une clarté sévère, mais apaisée. Cette caméra n'était pas seulement un objet. Elle était le symptôme d'une confusion dangereuse entre l'amour et le contrôle, entre la protection et la possession. Et tant que cette confusion n'est pas nommée, elle peut faire des ravages silencieux. J'ai appris que l'âge ne nous enlève pas le droit au respect, qu'il ne transforme pas notre corps en territoire surveillable, ni notre vie en espace négociable.
J'ai appris aussi que la famille, quand elle refuse les limites, peut devenir le lieu de violences invisibles, précisément parce qu'elles sont enveloppées de bonnes intentions. Mon fils et moi parlons peu aujourd'hui. Mais quand nous le faisons, quelque chose a changé. Il n'y a plus cette illusion d'évidence, cette certitude dangereuse, selon laquelle il saurait mieux que moi ce qui est bon pour moi. Il sait désormais que certaines lignes ne se franchissent pas. Pas avec moi, pas avec personne. Ce savoir ne l'a pas rendu plus fort. Il l'a rendu plus humble. Et cette humilité, même fragile, est peut-être la seule base possible pour un lien différent. De mon côté, je n'attends plus qu'on me comprenne pour me sentir légitime. J'ai cessé de demander l'autorisation d'exister pleinement. Je décide. Je choisis. Je protège ce qui doit l'être. Et quand je dis non, ce n'est plus une défense maladroite, mais une affirmation tranquille. Si je raconte cette histoire, ce n'est pas pour susciter la peur, ni pour inviter à la méfiance systématique. C'est pour rappeler une chose simple, que l'on oublie trop souvent. L'amour n'excuse pas tout. Il ne justifie ni l'intrusion, ni la surveillance, ni la confiscation de la parole de l'autre. Et quand ces dérives apparaissent, se taire par loyauté ou par honte ne protège personne. J'aurais pu crier, j'aurais pu confronter plus tôt, j'aurais pu tout révéler dans la colère. Mais j'ai choisi une autre voie. Celle du silence réfléchi, du temps pris pour comprendre, du cadre posé avec rigueur. Ce choix n'a pas été facile. Il m'a isolé un temps. Il m'a obligé à regarder des vérités que je n'aurais jamais voulu voir. Mais il m'a permis de rester droite. Aujourd'hui, je vis dans un espace qui est le mien. Je ferme ma porte quand je le souhaite. Je l'ouvre quand je le décide. Je dors sans être observé. Je pense sans être interprété. Cette liberté n'a rien d'extraordinaire, et pourtant, elle est immense. À celles et ceux qui diront ces mots et qui reconnaîtront, dans leur propre vie, des gestes qui dérangent sans jamais être nommés, je veux dire ceci. Votre malaise est un signal. Votre intuition mérite d'être écoutée. Et poser des limites n'est pas un acte de rupture, mais parfois un acte de survie. Je n'ai pas gagné contre quelqu'un. Je me suis retrouvée. Et si j'ai appris une chose au terme de cette épreuve, c'est celle-ci. Le silence peut aussi être une forme de justice.